La tasse de thé se brisa lorsque le corps de Madame Pemberton heurta la table. Sa tête roula sur le côté, les yeux écarquillés, sans rien voir. Une odeur forte et reconnaissable, celle d'amandes amères, emplit le salon de thé bondé. Les halètements se transformèrent en cris, les chaises raclèrent, la vaisselle se renversa. Mais Miss Marple, qui cherchait le sucre, se figea, non pas sous le choc, mais par concentration. Elle vit deux détails que les autres ignoraient. La légère marque cramoisie sur le bord de la tasse de Madame Pemberton et le seau de cire apposé sur la lettre pliée qui dépassait de son sac. Un seau ministériel, ébréché sur le bord, portant une étrange entaille, comme si une partie de son empreinte avait été volontairement effacée. « Mon Dieu, elle est morte !» s'écria un homme en renversant sa chaise pris de panique. « Elle a été empoisonnée !» dit Miss Marple d'une voix claire, dissipant la confusion. « Et le tueur est dans cette pièce ?» Observez leur visage. À ces mots, toutes les têtes se relevèrent brusquement et un silence s'installa un instant. Quelqu'un se glissa par la porte de derrière. Miss Marple remarqua le mouvement sans tourner la tête. Puis, avant que quiconque puisse respirer, un autre cri déchira l'air. Madame Elkins, assise à deux tables de là, laissa tomber son scone et se griffa la gorge. De l'écume lui monta aux lèvres. « À l'aide !» croassa-t-elle avant de s'effondrer dans les bras de sa fille. Deux corps, en 2 minutes. La panique s'empara de lui. Les clients se piétinaient dans leur fuite précipitée. Des assiettes se brisaient au sol. Dans le chaos, Miss Marple se leva, son châle glissant de ses épaules, le regard perçant. Elle ne regarda pas les victimes. Elle regarda le seau. Sur le billet plié de Madame Pemberton, la cire brillait d'un rouge sombre. Le blason abîmé portait une minuscule empreinte. Trop précise pour être accidentelle, trop intentionnelle pour être ignorée. Miss Marple se pencha plus près, les lèvres pincées. Ce n'était pas seulement un dommage, c'était un code. Le propriétaire du salon de thé gémissait, quelqu'un appelait un médecin et un agent de police fit irruption, le visage blême. « Reculez, reculez tous !» cria-t-il, mais ses paroles furent noyées dans la cacophonie. Miss Marple pressa le papier du bout des doigts, son esprit s'emballa. 2 femmes mortes en quelques minutes, du thé empoisonné, et toutes deux portant des feuillets scellés du même blason inhabituel. Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait déjà vu ce sceau sur la correspondance d'un pasteur en visite, un homme qui avait autrefois visité Saint. Mary Mead, pour parler du devoir civique. Mais cette version était altérée, gravée de minuscules traits qui semblaient nous former un motif. Emily Elkins sanglotait sur le corps de sa mère. Le cœur de Miss Marple s'adoucit, mais son regard ne quittait pas la porte. La personne qui s'était échappée, oui, le tueur connaissait le danger de rester, ce qui signifiait que l'attaque était délibérée et non une contamination aléatoire. Autrement dit, une autre victime avait déjà été choisie. Elle se retourna brusquement. « Agent Briggs, dit-elle, ça s'en ancien monter en pécan et Zakaïd, scellez la porte, personne d'autre ne sort. » L'agent cligna des yeux. « Je ne peux pas, Miss Marple, les corps. Si vous les laissez se disperser, vous allez ramasser encore plus de cadavres avant la fin de l'heure. Faites ce que je vous dis. » L'urgence de son ton trahit son indécision. Briggs referma la porte, s'appuyant le dos. Miss Marple se redressa. « Ce n'était pas un accident. C'est un message, et Madame Elkins n'était pas le nom définitif. Il y a une tendance. Je dois trouver la prochaine victime avant qu'elle ne soit réclamée. » La foule se tut en tremblant. « Que voulez-vous dire par « j'ai un motif » balbutia une femme. Miss Marple leva le billet plié, le cachet de cire s'illuminant à la lumière du gaz. Cette marque n'est pas un défaut, c'est un chiffre, un code gravé sur le sceau du ministre. Halètement. Un homme murmura « Le ministre ? Vous ne voulez pas dire ? Je veux simplement dire que celui qui détient ce sceau laisse des messages avant chaque décès. Et regardez bien, le pseudonyme ici correspond à une lettre. Je l'ai déjà vu dans des dépêches militaires pendant la guerre, un simple code de quart. Celui-ci correspond à la lettre étoile E. Madame Pemberton était la première. Madame Elkins était la deuxième. Il y en aura un autre, et bientôt, le tueur crache quelque chose dans le sang. Émilie leva les yeux, le visage baigné de larmes. « Mais qui ?» La lampe au-dessus d'eux vacilla. Une fenêtre claqua sous le vent, et du dehors, un autre cri résonna dans la pièce. Miss Marple n'hésita pas. Elle saisit Briggs par la manche. « Vite !» C'était le troisième. Ils déboulèrent dans la rue. Les villageois couraient vers le pré en criant. Miss Marple marchait vite malgré son âge, les yeux plissés, suivant le son. Le sceau du ministre était toujours enfoncé dans sa paume comme une marque. Devant lui, un jeune homme se tenait la gorge et titubait près de la fontaine. Son visage était violacé, son souffle haletant. Le temps que Miss Marple et Briggs l'atteignent, il était tombé dans l'eau avec fracas. Quelques villageois l'ont sorti, sans vie. Sur sa veste était épinglée une enveloppe, scellée avec la même cire, le même blason modifié. Briggs jura. Encore un dans les 5 minutes. Miss Marple se redressa, le souffle court mais régulier. 3 morts, 3 sauts. Le code n'est pas un gribouillage oiseux, c'est un plan.
et le tueur intensifie ses agissements. Ils ne s'arrêteront pas tant que le dernier mot n'aura pas été prononcé. Briggs va chercher des hommes pour surveiller chaque maison. Ne dis à personne ce que tu sais, seulement que le danger rôde ce soir. Et vous, Miss Marple? Elle regarda l'enveloppe, puis de nouveau la ruelle sombre où les ombres se déplaçaient trop vite. Je dois lire le code avant qu'il ne soit complet. Si je n'y parviens pas, nous serons tous comptés parmi ces lettres. Les villageois se rassemblèrent, terrifiés, murmurant des noms. Avec qui le ministre s'était-il disputé? Qui avait des secrets pour lesquels il valait la peine de tuer? Miss Marple ignora leur panique et étudia à nouveau le sceau, traçant le sillon d'un doigt sûr. « murmura-t-elle, puis un autre, puis un autre. « Quel mot veux-tu épeler, espèce d'orgueilleuse imbécile ?» Au fond de la place, une silhouette se tenait à l'observer, à moitié cachée par la lumière des lampadaires. Une main gantée reposait contre le poteau, et si personne d'autre ne le remarqua, Miss Marple, elle, le remarqua. Il ne courait pas, ne paniquait pas, mais observait. Il testait. Son estomac se serra. « Oui, murmura-t-elle, tu es toujours là. Tu veux que je voie, et tu veux ma mort avant que je prononce ce mot ?» À voix haute. La silhouette se fondit dans l'ombre. Briggs aboya des ordres, les villageois regagnèrent leur maison, et l'air résonna avec agitation la cloche de l'église, appelant à l'aide. Miss Marple enveloppa les bouts de papier dans son châle. Son esprit ne se tourna pas vers la sécurité, mais vers l'urgence. Il lui restait moins d'une heure, peut-être moins, avant le prochain coup. Et si elle échouait, le tueur non seulement lui ferait perdre une vie, mais réduirait aussi la sienne au silence. Pourtant, elle se redressa, le regard perçant, sa détermination intacte. « Tu prédis ton destin et le nôtre, » murmura-t-elle, « et je la lirai avant que tu n'en arrives à ta dernière lettre. » L'hameçon était posé. La foule tremblait. Le tueur évoluait dans l'ombre. Et Miss Marple, fragile à l'œil, mais d'une force intérieure inébranlable, courait déjà contre la mort elle-même. La place résonnait encore du clapotis du corps du jeune homme qu'on tirait de la fontaine. Les villageois se rassemblaient autour, murmurant avec effroi, pointant du doigt l'enveloppe scellée à la cire, épinglée à son manteau. Miss Marple la prit d'une main ferme, la cire craquante déjà craquelée par l'eau. Elle déplia le feuillet qu'elle contenait, 4 lettres, à l'encre noire, épaisse, forme d'un. Elle inspira brusquement. D'abord, le « E » sur le cachet de Madame Pemberton, puis le « N ». « C'est une séquence » murmura-t-elle. Un mot écrit avec le mot « mort ». L'agent Briggs se tenait à ses côtés, le visage couvert de sueur. « Alors, quel est le mot, mademoiselle Marple? Pour l'amour du ciel, il faut que nous sachions... »« Pas encore, » dit-elle sèchement en parcourant les fiches, « mais il veut qu'on le regarde les plaies. Un jeu, une énigme, et chaque réponse coûte une vie. » Les villageois sursautèrent, certains serrant plus fort leurs enfants, d'autres murmurant qu'ils allaient s'enfermer. Mais Miss Marple secoua la tête, sa voix tranchant leur panique. « Vous ne pouvez pas vous cacher, il a déjà choisi. Si vous vous dispersez, vous ne ferez que lui faciliter la tâche. Restez ensemble et écoutez. » Elle retourna dans le salon de thé et déposa les 2 feuillets sur la table sous la lumière de la lampe. Les crêtes de cire brillèrent d'un rouge éclatant, chacune portant la même entaille. Elle les traça soigneusement, ses yeux perçants se plissant. Ce n'est pas un hasard. Regardez bien, constable. Ce sont des sceaux ministériels. Mais l'encoche, la rayure, est volontaire, gravée à l'aide d'un outil, pas cassé par hasard. Chaque encoche correspond à une lettre différente. C'est un ancien système, un code utilisé pendant la guerre pour les dépêches. Des lettres décalées, marquées par leur emplacement. Briggs fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'il utilise le sceau du ministre pour épeler un mot ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « D'abord E, puis N. Probablement 4 lettres au total. Il veut graver son message dans notre mémoire avec du sang. » Emily Elkins, les yeux rouges d'avoir pleuré sur le cadavre de sa mère, murmura. « Alors, qui est le prochain ?» Miss Marple tapota la 2e lettre. « Si E, puis N, que se passe-t-il ensuite ? Je sais seulement ceci, la prochaine victime est déjà choisie. Nous devons la trouver avant lui. » Mais le tueur fut plus rapide. Un cri résonna dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers la fenêtre, où l'ombre de la poste se profilait sur la place. Un homme surgit, titubant dans la nuit, les bras agrippés à sa gorge. Il s'écroula sur les pavés, convulsé, une lettre serrée à la main. Miss Marple et Briggs accoururent. Elle s'agenouilla aussitôt, pressant ses doigts contre son cou. Trop tard. Ses yeux étaient de vitreux, sa respiration s'arrêta. Épinglée à son manteau, une autre enveloppe scellée avec le même blason défiguré. Miss Marple l'ouvrit, le cœur serré. 4 lettres en gras. D. La foule hurlait. 3 morts en 10 minutes. On va tous être massacrés. Briggs jura, les mains tremblantes. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Miss Marple étala les feuillets. E-N-D. Son souffle s'arrêta. Fin, c'est son message. Des exclamations de surprise fusèrent. Certains criaient au des prières, d'autres serraient leurs enfants dans leurs bras. Le mot flottait dans l'air comme une malédiction. Émilie murmura la voix brisée. Fin,
Il veut tuer jusqu'à ce que le mot soit complet, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Oui, répondit Miss Marple d'un ton sombre, mais il y a aussi de la vanité là-dedans. Il a soif d'audience. Il veut que nous tremblions à chaque lettre qui apparaît. C'est pourquoi il laisse ce sceau. L'orgueil exige reconnaissance. Briggs le fixa, horrifié. Il y en aura donc un de plus. Au moins, encore un? Miss Marple pinça les lèvres. Non, agent. Il y en aura peut-être autant qu'il le faudra pour que son sermon soit complet. Mais Finn n'est pas une prophétie, c'est sa confession. L'orgueil écrit sa propre chute. Un fracas soudain rompit les murmures. La porte arrière du salon de thé s'ouvrit brusquement. Un villageois entra en titubant, la manche tachée de sang. « C'est le pasteur Follet. Il s'est effondré au presbytère. » Des hoquets de surprise parcoururent la pièce. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Le sceau était ministériel. Bien sûr, il était lié à lui. Elle rassembla les feuillets et sortit à grands pas, suivie de près par Briggs et Emily. Le presbytère se dressait sous la lumière des lampadaires, son entrée flanquée de villageois. À l'intérieur, le ministre Follet était affalé sur sa chaise, pâle mais respirant. Un verre de vin gisait à ses pieds. Miss Marple se pencha vivement, reniflant le bord. Encore des amandes amères, elle se redressa brusquement. Il est vivant, parce qu'il n'était pas la véritable cible. La tentative était symbolique. Elle visait à le lier au sceau, à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. « Mais alors qui ?» demanda Briggs. Le regard de Miss Marple parcourut la pièce. Sur la cheminée, une autre enveloppe brillait à la lueur du feu. Elle la saisit et la déplia. 4 lettres, S. Les feuillets indiquent au désormais E-N-D-S. La foule haleta, murmurant frénétiquement. « Finir ? Finir quoi ?»« Nous finir. » Miss Marple serrait fermement ses bouses de papier. « Non, ce n'est pas fini. Pas encore. Ce n'est qu'un sermon, une performance. Il n'est pas fini tant qu'il ne s'est pas déclaré. Et plus vite il tue, plus il se rapproche de la dénonciation. La vanité le pousse trop vite. Il ne peut pas la supporter. » Émilie serra son bras, tremblante. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on l'arrête avant la prochaine lettre ?» La voix de Miss Marple était ferme. « Nous surveillons. Nous montons la garde, nous refusons de nous disperser. Et je dois lire son code avant qu'il n'écrive le dernier. Car une fois le mot terminé, il viendra me chercher. » Briggs jura dans sa barbe. « Que Dieu nous vienne en aide. » Les villageois se rassemblèrent, effrayés comme la fumée. Dehors, la cloche sonna une fois, lourde et définitive. Et Miss Marple, le regard perçant, son châle serré, fixait les bouts de papier qu'elle tenait à la main. « Fun !» murmura-t-elle. « Il se croit intelligent, mais l'orgueil l'emporte toujours. Et quand il le fera, je l'attendrai. » Les bouts de papier tremblaient dans la main de Miss Marple. « E-N-D-S » Le message prenait forme, et les villageois, blottis dans le salon du presbytère, se serraient donc les uns contre les autres, terrifiés. Émilie se pencha et murmura d'une voix tremblante. « Il sait que vous le voyez. Vous lisez ces mots. Il va venir vous chercher. »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton neutre. « Il le fera. » L'orgueil ne peut tolérer le silence lorsqu'il est mis à l'épreuve. Si je commence à lire son sermon à voix haute, il devra me faire taire avant que j'atteigne la dernière ligne. Briggs jura dans sa barbe, les poings serrés. « Alors, on vous surveillera. Je mettrai des hommes à chaque porte. »« Non, agent, » coupa Miss Marple fermement. « Il a déjà échappé à vos hommes à 2 reprises ce soir. Les gardes ne l'arrêteront pas. Ce qui l'arrêtera, c'est sa vanité. Il veut que je voie, mais pas que je parle. Cela signifie qu'il s'en prendra à moi personnellement, et bientôt. Et ce faisant, il laissera plus qu'un mot derrière lui. Il laissera son visage. » La salle tremblait de peur. Les invités sanglotaient. Une bougie s'éteignit, projetant de longues ombres sur le plancher. Puis le fracas se fit entendre. La vitre arrière du presbytère explosa vers l'intérieur, laissant échapper une pluie de verre. Des halètements déchirèrent le silence. Briggs se jeta sur lui, mais la silhouette avait disparu avant qu'il ne l'atteigne. Seule une manche noire disparaissait dans la nuit. Par terre, une enveloppe gisait, la cire cramoisie luisant à la lumière de la lampe. Miss Marple se pencha et la ramassa les mains fermes. Elle l'ouvrit lentement et lut à voix haute. « Son !» La foule a hélé. Émilie serra le bras de Miss Marple en criant. Le visage de Briggs était vidé de ses couleurs. « Il vous a marqué ?» murmura Briggs. « C'est vous, Miss Marple. Vous êtes son prochain mot. »« Oui, » dit-elle doucement en repliant le bout de papier dans sa sacoche. Ce qui signifie que les règles du jeu ont changé. Avant, il éplait des symboles avec la vie des autres. Maintenant, il me nomme. Et s'il doit me tuer pour tenir parole, alors il frappera sans délai. Les villageois protestèrent en criant, certains lui demandant de se cacher, d'autres exigeant qu'elle s'enfuit. Miss Marple les fit taire d'un geste brusque. « Me cacher ne me sauvera pas. Il a déjà prouvé qu'il pouvait atteindre n'importe quel endroit. Un salon de thé, un bureau de poste, une fontaine et un presbytère. Il ne veut pas que je sois cachée, mais détruite devant vous tous.
Son orgueil exige un spectacle. C'est là sa faiblesse. Nous allons en profiter. Mais Briggs secouait violemment la tête. C'est de la folie de vous garder ouvert. Laisse-moi au moins t'emmener à l'église où... La porte s'ouvrit brusquement. Un agent entra en titubant, toussant et se tenant la gorge, les yeux exorbités, les lèvres écumantes. Il s'effondra aux pieds de Miss Marple. Emily hurla. Des hoquets emplirent la pièce. Miss Marple s'agenouilla aussitôt, pressant ses doigts sur son cou. Trop tard. Elle leva les yeux, la voix résonnante. Encore du poison? Il s'est servi du gendarme pour nous transmettre un autre message. Elle sortit une enveloppe de la poche du défunt et en brisa le sceau. 4 lettres. Stop! La foule a explosé de panique. Arrêtez! Il veut qu'on l'arrête! Elle est ses responsables! Miss Marple se redressa brusquement, le regard étincelant. Non, c'est ce qu'il veut vous faire croire, que j'en suis la cause, que me faire taire vous sauvera. Mais écoutez-moi bien, son orgueil ne pourra s'éteindre qu'après avoir écrit son dernier mot. Si je tombe, il ne fera que recommencer. Et encore, ne prenez pas ses ordres pour la vérité. La foule hésitait, partagée entre peur et confiance. Briggs leur cria dessus, mais même sa voix tremblait. Miss Marple se tourna vers Emily, parlant à voix basse. « Vous voyez, il monte la foule contre moi. S'il ne peut pas me frapper de sa main, il me frappera de sa peur. C'est là le véritable danger. » Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. « Alors comment peux-tu le combattre ?»« Avec sa propre fierté, » murmura Miss Marple. « Elle l'empêche d'écrire. Chaque mot est un pas de plus vers la chute de son masque. » Mais le danger arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Une lanterne vacilla, un vent froid souffla par la fenêtre brisée, et dans l'embrasure de la porte se tenait une grande silhouette, le visage enveloppé d'une ombre, mais sa main gantée, tenant une autre fiole. Des halètements figèrent la pièce. « Reste où tu es !» cria Briggs en levant sa matraque, mais Miss Marple leva la main. « Non, laissez-le parler. Il le doit, sinon il n'est rien. » La silhouette rit doucement, un rire glacial. « Elle est plus intelligente que vous tous. Elle sait que je ne peux pas résister. Oui, Miss Marple, vous êtes la prochaine, vous serez à la fin du sermon. » La foule hurlait, certains s'effondrant de terreur. Le regard de Miss Marple était inflexible. « Si je suis votre fin, alors pourquoi continuer à écrire? Pourquoi jeter des pions? Pourquoi laisser des erreurs comme des miettes de pain? Aucun prophète, aucun juge. Seule la vanité fait de telles choses. Vous écrivez parce que vous ne pouvez vous empêcher d'entendre votre propre écho. » La silhouette se raidit, serrant la fiole. « Silence, vieille femme, ou je... » « Tu vas faire quoi ?» dit Miss Marple en s'approchant. « Me frapper ici? Devant eux tous? Alors fais-le et montre-leur ton visage. Car on ne peut tuer sans se vanter, et on ne peut se vanter sans se démasquer. C'est pour ça que tu as envoyé d'autres personnes en avant, pour retarder ta propre confession. Mais dès que tu agiras, l'orgueil te trahira. » La silhouette tremblait, la fureur irradiant de lui. Briggs avança, mais l'homme jeta la fiole au sol. Elle se brisa, de la fumée s'éleva, les villageois toussèrent et hurlèrent. Dans le chaos, la silhouette disparut à nouveau dans la nuit. Lorsque la fumée s'est dissipée, une autre enveloppe gisait sur le sol. Miss Marple se pencha et leva. 4 lettres en gras. Maintenant. Les invités sanglotaient, serrés les uns contre les autres. Emily murmura d'une voix rauque. « Il veut te tuer ce soir. Il n'attendra pas. » « Oui, » dit Miss Marple doucement en rangeant le feuillet dans sa sacoche. « Le schéma est complet. F-I-N-S-E-S-L-E-S-T-O-P M-A-I-N-T-E-N-A-N-T. Il m'a nommé, a ordonné ma mort et a déclaré l'urgence. Sa vanité exige le dénouement ce soir même. » Briggs s'essuya le front, pâle comme un mort. « Alors, il faut vous mettre en sécurité. »« Non, » dit Miss Marple d'une voix d'acier. « La sécurité est une illusion. Il me traque et il ne s'arrêtera pas. » Mais l'orgueil l'a rendu imprudent. Plus rapide, plus bruyant, moins prudent. Et c'est dans la précipitation que réside sa perte. La foule tremblait, les robes pesaient lourdement dans son châle, et dehors, la cloche de l'église sonnait à nouveau. Miss Marple resta ferme, sa voix tranchant la peur. « Il vient me chercher maintenant, oui. Mais quand il le fera, ce ne sera pas ma fin. Ce sera la sienne. » La fiole brisée sifflait encore sur le sol du presbytère, son odeur âcre se répandant dans l'air. Les villageois toussaient, les enfants pleuraient, et la foule se serrait plus fort autour de Miss Marple. Les bouts de papier pelaient lourdement dans son cartable. Fin, S, L, stop, maintenant. Chaque mot est une déclaration, chaque mot est une menace. Emily lui serra le bras avec désespoir. « Il vous donne un nom, Miss Marple, il vous promet la mort. Pourquoi ne pas vous cacher? Pourquoi ne pas fuir le village avant que ce soit fait ?» Miss Marple secoua fermement la tête. « Parce qu'il ne s'arrêtera pas à moi. Je ne suis que la pièce maîtresse de son sermon, pas la conclusion. Si je me cache, il en tuera un autre pour me forcer à me révéler. Il lui faut un public. Sa vanité l'exige. » L'agent Briggs s'essuya le front en sueur, la voix rauque. « Alors, qui est-ce le prochain? Dites-le nous avant qu'il ne soit trop tard. »
Miss Marple parcourut les feuillets du regard. Il a déjà choisi. F-I-N, S-E-L, SLE. Il passe de l'abstrait au personnel. Stop, maintenant. Il insiste pour que tout aille bien. Il va s'en prendre à quelqu'un qui m'est lié, quelqu'un dont la mort me mettrait à découvert. Émilie halta. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un de proche? Oui, dit Miss Marple d'un ton sombre, ce qui signifie que nous devons agir vite. Venez. Ils se répandirent dans la nuit, leurs lanternes se balançant frénétiquement. La place était en proie à la panique. Les villageois criaient, les portes claquaient, des murmures de poison dans chaque tasse et chaque souffle. La cloche de l'église sonna de nouveau, plus fort, plus insistant, bien que personne ne tirât sur la corde. On aurait dit que le tueur lui-même avait voulu qu'elle sème la terreur. Miss Marple se déplaçait rapidement malgré son âge, serrant fermement son châle, Émilie la suivant à son rythme. Briggs haletait derrière elle. Qui va-t-il frapper? Miss Marple plissa les yeux tandis qu'elle réfléchissait. Il utilise ses relations. Il a frappé la mère d'Émilie après Madame Pemberton. Il a frappé le maître de poste, sachant que ses lettres seraient liées au sceau. S'il veut m'attirer, il ciblera l'une des femmes que je rencontre quotidiennement, le cercle qu'il sait que je ne peux ignorer. Émilie blêmit. Madame Harwood, la femme de l'épicier, vous êtes assise à ses côtés tous les jeudis. Oui, rétorqua Miss Marple. Vite! Ils coururent dans la ruelle, la lumière des lanternes dansant sur les pavés, les fenêtres claquèrent à leur passage, les villageois trop terrifiés pour ouvrir leurs portes. Un chien aboya furieusement, puis se tut. Alors qu'ils approchèrent de la maison de l'épicier, l'estomac de Miss Marple se serra. Un léger gémissement s'éleva de l'intérieur. Elle ouvrit la porte sans frapper. Madame Harwood était affalée à la table, les mains tremblantes sur une enveloppe scellée. Ses lèvres étaient pâles, son visage déjà grisonnant. « Non !» s'écria Émilie en se précipitant en avant. Miss Marple saisit aussitôt l'enveloppe et brisa le sceau. À l'intérieur, 4 lettres noires, « Mourir ». Des hoquets de surprise éclatèrent. Madame Harwood toussa faiblement, de l'écume aux lèvres. Mademoiselle Marple arrache la tasse de la table et la renifla. Encore des amandes amères. Mais Harwood respirait encore faiblement. « Briggs, de l'eau maintenant !» ordonna Miss Marple. Ils la forcèrent à se redresser, lui firent boire de l'eau et la maintinrent en respiration. Miss Marple pressa sa main contre la poitrine de la femme, un léger soulagement. Elle survivra peut-être de justesse. Il a frappé trop vite, trop imprudemment. Sa vanité surpasse sa précision. Briggs jura en tremblant. Mourir, c'est le mot qu'il a laissé. Il n'est même plus subtil maintenant. Non, répondit Miss Marple. Parce qu'il veut me faire croire que ce mot s'applique à moi. Ce n'est pas une prophétie, constable. C'est une pression. Il écrit mourir pour me faire paniquer, pour me faire fuir, pour faire de moi une proie plus facile. Mais la précipitation le trahit. Elle examina à nouveau le sceau. L'encoche, cette fois, était légèrement plus profonde, gravée trop vite. Oui, trop vite, sa main tremble. Plus il écrit vite, plus il devient négligent. Il ne peut pas soutenir ce rythme. Émilie frissonna d'une voix faible. Mais il continue de tuer de plus en plus vite. Comment l'arrêter s'il ne s'arrête pas lui-même? Il faut piéger sa vanité, murmura Miss Marple. Forcé à frapper là où tout le monde peut le voir et, ce faisant, révéler son visage. Soudain, un fracas interrompit l'instant. La lunette arrière explosa, une pluie de verre s'écrasant sur le sol. Une silhouette se tenait dans l'ombre, observant. Seule une lueur dans les yeux était visible, des mains gantées posées sur le rebord. Émilie hurla, Briggs leva sa matraque, mais Miss Marple leva la main. Non, laissez-le debout, sa vanité le pousse à observer pour voir si son travail réussit. La silhouette resta immobile. Puis lentement, délibérément, il leva la main et la pointa droit vers Miss Marple. Il se tapota la tempe une fois, puis 2 fois, comme pour dire « Réfléchis vite avant que je t'achève ». Puis, il disparut dans la nuit. Briggs jura en titubant derrière lui, mais Miss Marple le rattrapa par la manche. « Non, il voulait que tu le poursuives. C'est une diversion. Le vrai coup viendra ailleurs. » Émilie lui serra le bras. « Mais il vient de te marquer à nouveau. »« Oui, » répondit calmement Miss Marple. Parce qu'il sait que je suis la seule à pouvoir le lire, et cette connaissance est déjà sa perte. La femme de l'épicier gémit faiblement, toujours vivante. Les villageois se pressèrent à la porte terrifiés. Certains crièrent de quitter le village immédiatement, d'autres murmurèrent des injures à Miss Marple elle-même. « Elle nous apporte les lettres ?» s'écria un homme. Elle les déchiffre, et le tueur lui répond. « Non, » dit sèchement Miss Marple en se tournant vers eux. « Il tuerait, que je lise ou non. Mes lectures sont la seule chose qui le démasque. Sans elles, vous enterreriez tout votre village avant l'aube. » La foule se tut, gênée. Briggs déglutit avec difficulté et hocha la tête. Elle a raison. Sans elle, nous serions aveugles. Miss Marple rassembla les mots « fin, S-L, stop, maintenant, mourir ». Elle les glissa dans son châle d'une voix basse mais féroce. Voyez-vous le schéma? Chaque mot est plus court, plus tranchant.
D'abord, il dit « Fan », puis il crie « Meurs ». Le sermon s'effondre, cela signifie que le prédicateur est désespéré, et le désespoir se manifestera. Émilie murmura « Mais jusque-là, il continuera d'essayer de te tuer. » « Oui, dit doucement Miss Marple, je dois donc aller là où il s'y attend le moins. Dans l'obscurité, là où il me croit effrayé. S'il me traque, que la chasse le mène à son propre piège. » La cloche de l'église sonna de nouveau, plus fort qu'auparavant, résonnant dans le village comme un glas. Les villageois frissonnèrent, serrant leurs enfants dans leurs bras. Mais Miss Marple restait calme, son châle serré autour d'elle, les yeux perçants comme l'acier. « Qu'il sonne les cloches, murmura-t-elle, les lettres sont presque épuisées. Et quand il écrira sa dernière lettre, je la lirai à voix haute devant tout le monde et le masque tombera. » La femme de l'épicier, pâle mais vivante, haletait encore à table. Les villageois se pressaient contre les fenêtres, chuchotant des accusations, leur peur se transformant en colère. Émilie s'accrochait à la manche de Miss Marple, son regard se fixant sur la vitre brisée. « Il pense que c'est toi qui nous as amené ça, » murmura-t-elle en tremblant. « Oui, » dit calmement Miss Marple en repliant le dernier bout de tissu dans son châle. Parce que la peur est l'allié du tueur. Il insinue le mot « mourir » et leur terreur fait le reste. Mais écoutez bien, il est impatient. Il a laissé Madame Harwood en vie. Il ne tolérera aucun échec. Cela signifie que le prochain coup sera bientôt. Trop tôt. L'agent Briggs s'essuya le front en sueur, la voix rauque. Alors on court. On disperse les hommes à travers le village. On couvre chaque maison. Miss Marple secoua brusquement la tête. Non, si vous vous dispersez, vous vous disperserez. Il se nourrit d'ombre. Gardez les villageois près de vous, là où ils peuvent être observés. Je le retrouverai grâce à sa fierté, pas en poursuivant des fantômes. Mais, alors même qu'elle parlait, un cri éclata de l'autre côté du verre. La foule se répandit dans la nuit, lanterne flottant au vent, la panique déferlant comme une marée. Miss Marple se déplaçait rapidement malgré son âge, entourée d'Emily et de Briggs. La cloche sonna de nouveau, profonde et résonnante, mais personne ne tira sur sa corde. Ils atteignirent la cour du forgeron. Un jeune apprenti gisait affalé sur l'enclume, le regard fixe, les lèvres bleues. Sa main serrait toujours un marteau, comme s'il avait tenté de riposter à son tueur invisible. Épinglée sur sa poitrine se trouvait une autre enveloppe, de la cire rouge scintillante. Briggs jura, le déchira et le tendit à Miss Marple. Elle le déplia soigneusement. 4 lettres, en gras, lui répondaient « Tous !» Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Certains tombèrent à genoux, d'autres hurlèrent de désespoir. « Tous ?» murmura Émilie, pâle comme neige. « Il veut dire « nous tous ?» »« Oui », répondit gravement Miss Marple. Il élargit son sermon. Il ne s'adresse plus aux individus, mais à l'ensemble du troupeau. Son orgueil le pousse à croire qu'il commande la vie et la mort de tout le village. La femme du forgeron hurlait, accrochée à son apprenti mort. Les hommes criaient de s'armer. Les femmes traînaient leurs enfants à l'église. La place se transforma en chaos. Briggs cria à l'ordre, mais sa voix se brisa. Les villageois se tournèrent vers Miss Marple, le regard hagard. « C'est elle qu'il veut !» hurla un homme. « Qu'il la prenne et qu'il nous épargne !»« Non !» s'écria Émilie en se plaçant devant Miss Marple. « C'est elle qui nous maintient en vie. » La foule se rapprochait, poing levé, l'hystérie grandissante. Briggs se fraya un chemin entre eux, matraque haute. « Reculez, reculez tous !» La voix de Miss Marple résonna par-dessus la folie. « Ne voyez-vous pas ? C'est son plan. Il écrit tout, et vous faites son travail à sa place. Il n'a pas besoin de tuer si vous me livrez vous-même. Ne lui offrez pas son triomphe. » Ces paroles percèrent, mais à peine. Les villageois vacillèrent, leur colère tremblant à nouveau de peur. La main d'Émilie se serra plus fort sur sa manche. « Il les retourne contre toi. Ils te mettront en pièces si tu ne prouves pas que tu peux l'arrêter. »« Oui, » murmura Miss Marple, ce qui signifie que nous devons retourner son orgueil contre lui-même. Il ne peut s'empêcher de se vanter. S'il déclare tout, alors il doit nous prouver sa puissance, et ce faisant, il en révélera plus qu'il ne le souhaite. Elle s'agenouilla, près de l'apprenti, examinant le seau de cire. L'entaille s'était encore plus profonde, à quelques sang, presque négligeable. Oui, trop vite, trop furieux. Il grave sans précision maintenant. Cette hâte le trahira. Briggs s'accroupit à côté d'elle en sueur. Et pendant ce temps, combien de corps encore, Miss Marple ? Autant que son orgueil l'exige, dit-elle d'un ton sombre, à moins qu'on ne le lise plus vite qu'il n'écrit. La foule se rapprocha à nouveau, murmurant d'une voix sombre. « Encore une, et on la sort nous-mêmes », siffla quelqu'un. Briggs les repoussa, mais Miss Marple se leva d'une voix assurée. « Écoutez-moi, il veut vous faire croire que j'en suis la cause. Mais si vous me rejetez, vous ne vous sauverez pas. Vous ne ferez taire que la seule personne qui peut l'anéantir. Il écrit tout, certes, mais son orgueil l'empêche de frapper sans être vu. Il doit vous le montrer. Et quand il vous le montrera, je lirai le masque sur son visage. » La foule vacillait, incertaine. Les mères sanglotaient, les pères juraient,
à voix basse, puis un autre cri fendit la nuit. Venu de l'auberge, une silhouette trébuchait sur la place, tenant la poitrine. C'était l'aubergiste, haletant, les yeux écarquillés de terreur. Il s'effondra au pied des villageois, mort avant que quiconque puisse l'atteindre. Une autre enveloppe était épinglée sur sa manche. Miss Marple s'avança à grands pas, le ramassa, le déplia et lut à voix haute « Tombez !» Les villageois criaient « Tombez ! Tous tomberont ?» « Oui !» répondit froidement Miss Marple. Il ne résiste pas à la rime et à la répétition. Tous, puis chute. Il écrit en prédicateur, pas en assassin, sa vanité le démasque. Émilie murmura terrifiée, mais il tue quand même, il rime avec cadavre. Oui, dit Miss Marple, mais la poésie est son point faible. Il ne peut s'empêcher d'orner. Chaque fioriture rétrécit sa main. Bientôt, il sera contraint de passer de l'ombre à la lumière. Les villageois reculèrent, tremblants. Certains murmurèrent des prières, d'autres murmurèrent que le diable lui-même marchait parmi eux. Briggs s'essuya le visage en tremblant. Comment les maintenir ensemble ? Ils se déchireront avant qu'il n'en tue un autre. En les gardant à découvert, dit Miss Marple avec fermeté. Il s'épanouit dans l'isolement. Gardez-les ici, à la vue de tous. S'il doit frapper, il sera contraint d'agir devant témoins. Et quand il le fera, sa vanité le détruira. La cloche sonna de nouveau, plus fort, plus vite. Les villageois se bouchèrent les oreilles. Émilie s'accrocha à Miss Marple et murmura « Il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas ?»« Non !» répondit Miss Marple, le regard perçant. Pas avant qu'il ne croie avoir entièrement écrit son sermon, mais dans sa hâte, il a déjà écrit son nom. Et je le lirai avant qu'il ne frappe à nouveau. La place sombra dans un silence gêné. Les morts gisaient éparpillés, les linceuls se multipliaient. Les villageois tremblaient dos par groupe, leurs yeux scrutant chaque ombre. Miss Marple se tenait fièrement au centre des bouts de papier serrés dans sa main. Fin, S, L, arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez. Chaque mot est plus lourd que le précédent. Chacun rapproche le tueur de la révélation. Sa voix résonna sur la place, calme mais résolue. Il écrit plus vite, frappe plus vite, mais la précipitation causera sa perte. Chaque mot raccourci, aiguise, fend le masque. Bientôt, son orgueil le forcera à se dévoiler. Et quand il viendra me chercher, je serai prête. La cloche sonna à nouveau, longuement et bas, secouant l'air. Et Miss Marple, frêle de corps, mais d'un esprit d'acier, ne broncha pas. Elle savait que la vanité du tueur avait atteint le point de rupture, le sermon allait bientôt prendre fin. Et avec lui, lui aussi. La place était un champ de bataille où la peur régnait. Les morts gisaient enveloppés de linceul. Madame Pemberton, Madame Elkins, le maître de poste, l'apprenti forgeron, l'aubergiste. Leurs corps étaient marqués par des bouts de parchemin scellés de rouge, chacun portant un mot qui raillait les vivants. L'agent Briggs se posta au centre, le visage pâle mais la voix forte. « Assez, que personne ne quitte cette place. Vous resterez sous surveillance jusqu'à l'aube, ou par Dieu, je vous mette tous au fer. » Les villageois hurlèrent de protestation, la peur se transformant en rage. « On ne peut pas rester ici. Il va tous nous tuer. C'est elle qu'il veut. Donnez-lui Marple et on sera en sécurité. » Briggs frappa les pavés avec sa matraque. « Silence. Désormais, ce village est sous loi martiale. Quiconque se déplace sans mon ordre sera traité comme un complice. » Halètement. Les mères serraient tous leurs enfants dans leurs bras. Les hommes froncèrent les sourcils. Mais la menace de son arme levée les maintenait immobiles. Miss Marple resta impassible dans la tempête, son châle serré contre elle, des bouts de papier serrés dans sa main. Émilie la serrait contre elle, frissonnante. « Il vous déteste, Miss Marple. Si Briggs n'était pas là, il vous livrerait. »« Oui, répondit Miss Marple d'une voix douce, ce qui signifie que le tueur réussit. Il écrit des mots non seulement avec de l'encre, mais aussi avec votre peur. Chaque lettre vous divise. Chaque lettre fait de vous ses complices. » La cloche de l'église sonna à nouveau, longue et lourde. Personne ne se tenait près de sa corde. Les villageois crièrent en se signant. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Il utilise la cloche comme voix pour accroître votre terreur. Mais rappelez-vous, les cloches ne sonnent pas toutes seules. Quelqu'un se déplace dans la tour, invisible, c'est là son perchoir. Et peut-être son erreur. » Briggs jura en désignant 2 hommes. « Gardez le clocher, si quelqu'un est à l'intérieur, faites-le descendre. » Les hommes s'enfuirent, leurs lanternes se balançant dans l'obscurité. Mais alors même que l'ordre semblait revenir, un autre cri retentit. De l'étal du boulanger, au bord de la place, une femme s'effondra sur son panier, son pain s'écroulant sur les pavés. Ses lèvres devinrent bleues, ses mains tressaillirent, et elle resta immobile. Des halètements et des cris emplirent la place. Émilie hurla « Pas encore !» Une autre enveloppe était épinglée à la corbeille à pain. Miss Marple s'agenouilla et brisa le seau. 4 lettres noires lui répondaient « Aucune ». La foule gémit. « Plus personne. On est tous finis. » La fin approche. Miss Marple éleva la voix pour couvrir leur panique. « Non, ne vous méprenez pas de ces paroles prophétiques. Rien n'est pas la vérité, c'est une moquerie.
Il écrit pour vous désespérer, pour vous dépouiller de votre volonté. Mais regardez de plus près. Fin, S, L, stop, maintenant, mourir, tous, chute, rien. Ne voyez-vous pas? Ce n'est pas une prophétie, c'est du rythme. Il écrit comme un prédicateur, chaque mot est un chant, chaque corps un vers. La foule tomba dans un silence tremblant, la regardant. Briggs secoua la tête, incrédule. Un sermon écrit avec du sang, que le Christ nous vienne en aide. Oui, répondit Miss Marple avec fermeté. Et les sermons doivent avoir un public. Il ne tue pas en secret, mais en spectacle. C'est pourquoi il écrit, pourquoi il sonne le glas, pourquoi il laisse sa marque dans la cire. L'orgueil exige d'être vu, et cet orgueil le fera apparaître au grand jour. Émilie murmura « Mais combien d'autres avant cela ?»« Autant qu'il ose, dit Miss Marple. Mais pas tous. La vanité finit toujours par l'emporter. Dans sa précipitation, il a déjà brisé son masque. Les villageois s'agitèrent, murmurant toujours, regardant Miss Marple avec suspicion. Un homme cria « Elle lit les mots et les morts s'en suivent. Elle les fait s'abattre sur nous. »« Oui !» s'écria un autre. « Envoyez-la dehors, qu'elle l'affronte, pas nous. » La foule se précipita, la rage montant. Briggs cria à l'ordre, mais les poings se levèrent, les pierres se levèrent. Émilie s'accroche à Miss Marple, terrifiée. Miss Marple éleva la voix, aussi sèche qu'un fouet. « Ne voyez-vous pas? C'est son dessein. Il écrit « Aucun ». Et vous vous retournez contre moi. Il n'a pas besoin de frapper si vous tuez à sa place. La foule vacilla, la honte perçant sa peur. Des mères retirèrent leurs enfants. Des hommes baissèrent les poings, mais leurs yeux brûlaient encore de suspicion. Les lanternes vacillaient. Depuis l'ombre du clocher, un des hommes de Briggs cria « Vide, il n'y a personne ici !» Miss Marple plissa les yeux. Alors, le gong est une autre ruse. On tire et on lâche une corde, réglée pour sonner quand on le souhaite. Il utilise la tromperie autant que le poison. Briggs jura. « Il pense à tout. »« Non, dit Miss Marple. Il ne pense qu'à lui. » L'orgueil le rend aveugle à tout le reste, et l'orgueil est toujours la fissure dans le masque. Soudain, un autre agent de police trébucha sur la place, haletant, les mains aux hanches. « Nous avons trouvé une autre feuille, clouée à la porte de l'église. » Il le tendit à Miss Marple d'une main tremblante. Elle brisa le sceau. Le mot à l'intérieur était cru, terrible. « Votre. » La foule gémit. Émilie porte ses mains à sa bouche. « Votre. » Ça vous concerne, Miss Marple. Il vous a encore nommé. Oui, dit doucement Miss Marple en repliant la combinaison dans son châle. Il tourne autour de moi encore et encore. Sa vanité ne peut résister. Chaque mot qu'il écrit me désigne, et cette répétition cause sa perte. La foule se resserra, l'hystérie montait. Briggs hurla des ordres, postant des gardes à chaque coin de rue, interdisant tout mouvement. Personne ne sort, personne n'entre. Tant que ce diable ne se montrera pas, vous resterez sous surveillance. Les villageois gémissaient, sanglotaient. Certains s'effondrèrent de désespoir. Mais l'ordre, fragile, était revenu. Émilie murmura férocement « Il tuera encore, n'est-ce pas? Même avec tout le monde ici ?» « Oui, répondit Miss Marple. « Parce qu'il le doit. Il ne peut pas laisser son sermon inachevé. Mais avec tout le monde ici, il doit frapper ouvertement. Et quand il le fera, son orgueil le démasquera. » Elle se tourna vers Briggs, le regard froid. « Tenez-les fermement. La peur tentera de les disperser à nouveau, mais vous devez les retenir ici. S'il se disperse, il gagnera. S'il reste, sa vanité le trahira. » Briggs déglutit difficilement et hocha la tête. « Que Dieu nous vienne en aide, Miss Marple. » La cloche sonna de nouveau, faisant trembler la place. Mais cette fois, les villageois ne se dispersèrent pas. Et restèrent enserrés les uns contre les autres, tremblants, observant Miss Marple. Elle se tenait calme dans la tempête, son châle serré, ses chemises lourdes dans les mains. Fin, S, L, arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez, aucun, votre. Chaque mot est plus proche de la fin. Chaque mot est plus proche de la révélation. La voix de Miss Marple était silencieuse. Il écrit plus fort, plus vite, désespéré. Mais l'orgueil ne peut pas crier éternellement. Bientôt, son dernier mot sera écrit. Et quand il le sera, le masque tombera. La place était étouffante. Les villageois se blottissaient sous la surveillance des agents de police de Briggs, leur peur se muant en amertume. Les morts gisaient en rangs serrés et chaque coup de cloche martelait une terreur nouvelle dans leurs os. Les bouts de papier que Miss Marple portait dans son châle deviennent plus lourds à chaque minute qui passe. Fin, S, L, arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez, aucun, votre. Émilie se serra contre elle et murmura avec urgence « Ils vont vous déchirer, Miss Marple. Certains murmurent déjà que vous lui donnez un mettra fin à tout. Briggs ne pourra pas les retenir éternellement. »« Oui, répondit Miss Marple d'une voix calme. Et c'est exactement ce que le tueur a prévu. Il écrit pour les retourner contre moi. Mais si je reste ici, enfermé dans la peur et la suspicion, je ne suis d'aucune utilité. Pour mettre fin à tout cela, je dois le faire sortir au grand jour, et cela signifie m'éclipser sans être vu.
Emily haleta. « Mais si tu pars, il te tuera. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Pas si je me cache. S'il croit que je fuis, terrorisé, son orgueil le poussera à frapper vite. Et en frappant, il se révélera. L'orgueil finit toujours par l'emporter. » Briggs s'avança vers eux d'un pas lourd, le visage sombre. « On renforce le confinement, Miss Marple. Personne ne sort, pas même vous. » Elle lui adressa un léger sourire. « Vous me pardonnerez si je n'obéis pas. Vous gardez une place pleine de cadavres, agent? J'ai l'intention d'empêcher qu'il y en ait d'autres. » Avant qu'il puisse répondre, un cri s'éleva du bord de la foule. Une femme avait découvert un autre feuillet épinglé à la porte de l'auberge. Elle le tendit à Briggs, les mains tremblantes. Miss Marple le prit et brisa le sceau. 4 lettres la fixèrent. « Chasse ». Des exclamations de surprise parcoururent les villageois. « Il la traque, c'est elle qu'il veut !» Briggs jura dans sa barbe. « Ça le prouve, il est après toi. Reste ici, bon sang, on peut te surveiller. » Miss Marple replia le slip dans son châle. « Non, agent. Si je reste enfermé parmi ces gens, ils les utiliseront comme boucliers et otages. Si je pars, il devra poursuivre moi. Et à la poursuite, la vanité le rendra négligent. » Briggs lui saisit le bras. « Je l'interdis. » Elle le regarda fixement. « Et comment? Allez-vous m'arrêter? M'attacher à une chaise? Me protéger avec les mêmes hommes qui ont déjà échoué à l'attraper? Non, agent, il me traque, que je cours ou non. Au moins, si je disparais, je choisirai le sol. » Briggs hésita, les poings tremblants. Finalement, il murmura « Vous jouez avec le feu, Miss Marple. »« Peut-être, dit-elle doucement, mais il vaut mieux attirer le feu à l'air libre, là où tout le monde peut voir ses flammes. » Quelques minutes plus tard, tandis que Briggs aboyait des ordres et que les villageois réclamèrent la sécurité, Miss Marple s'éclipsa dans la nuit. Emily la suivit malgré les protestations, la lanterne basculant. « Tu en es sûre ?» murmura Emily. « Oui, répondit Miss Marple, parce qu'il ne peut résister à la chasse. Il se considère comme un chasseur, une proie. Mais il oublie que la proie peut entraîner les prédateurs dans un piège. » Ils s'engagèrent dans des ruelles étroites, longeant des chaumières et des granges aux volets clos. La nuit était lourde, chaque craquement de bois et chaque battement de feuilles s'amplifiait. Quelque part, la cloche sonna de nouveau, résonnant sur les toits. Emily frissonna. « Ils découvriront que tu es parti. Ils paniqueront. »« Oui, dit Miss Marple. Et dans leur panique, il ne pensera qu'à moi. C'est ce qui l'attirera. » À l'orée du village, ils pénétrèrent dans le moulin abandonné. La poussière recouvrait les poutres et des toiles d'araignée s'étendaient sur les chevrons. Miss Marple baissa la lanterne, son regard perçant scrutant le sol. « Là, dit-elle en désignant une trace fraîche dans la poussière. Une empreinte de pas? Il est déjà passé ici. » Emily retint son souffle. « Alors, il nous observe maintenant. »« Oui, murmura Miss Marple. Et observer cause sa perte. Il ne peut s'empêcher d'observer la peur qu'il suscite. La vanité exige une audience. » Ils attendirent en silence, la lanterne vacillante. Dehors, le vent faisait claquer la porte du moulin. Miss Marple serrait son châle contre elle, son esprit s'agitant à toute vitesse. « Feintesse, elle, arrêtez, maintenant, mourrez, tous, tombez, aucun, votre, chasse. » Chacun se rapprochait d'elle. Emily murmura « Et s'il arrive maintenant? Et s'il nous tue tous les deux ?» Le regard de Miss Marple s'éclaira. Au moins, il sera forcé d'agir, pas d'écrire. Et l'action dévoile plus que l'encre. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant. Une ombre se glissa à l'intérieur, grande et silencieuse. Sa main gantée tenait quelque chose qui scintillait à la lumière de la lanterne, une fine fiole de mort liquide. Emily étouffa un cri. Miss Marple ne bougea pas. « Allons, viens, dit-elle calmement. Tu as assez écrit. Si tu dois me tuer, fais-le ici. Mais sache ceci, ton orgueil ne te laissera pas agir sans parler. Tu dois me dire pourquoi, tu dois te vanter. Et en te vantant, tu te trahis. » La silhouette se raidit, le souffle court. Enfin, une voix rauque s'éleva dans l'ombre. « Tu crois m'avoir lu, vieille femme? Tu crois savoir? Tu lis les lettres, mais tu ne lis pas la vérité. » Les lèvres de Miss Marple se courbèrent légèrement. Au contraire, chaque lettre exprimait ta vanité, pas ta vengeance. Chaque coup de cloche exprimait ton orgueil, pas ton Dieu. Tu ne peux pas tuer en silence. Tu as besoin qu'il te regarde. C'est pourquoi tu échoueras. La silhouette trembla, la fureur irradiant. Puis avec un grognement, il jeta la fiole au sol. Une fumée s'éleva, âcre et étouffante. Emily toussa, serrant le bras de Miss Marple. Lorsque la fumée se dissipa, la silhouette avait disparu. Mais sur la table brisée du moulin se trouvait une autre enveloppe. Miss Marple le ramassa et brisa le sceau. 4 lettres claires. Bientôt. Emily sanglota. Il compte bien en finir bientôt. Il se moque de nous. Oui, répondit Miss Marple d'un ton sombre, en glissant la combinaison dans son châle. Parce que la vanité ne peut attendre. Il s'impatiente. Il veut absolument terminer son sermon en triomphe. Mais plus il écrit vite, plus son masque s'affaiblit. Ils s'enfoncèrent dans la nuit. La cloche sonna de nouveau, mais sa voix était maintenant tendue, précipitée. Miss Marple plissa les yeux. Il parle trop vite. Sa propre main le trahit.
Émilie murmura en tremblant « Mais quand il frappera à nouveau, et si tu n'es pas prête ?» La voix de Miss Marple était d'un calme absolu. « Alors il me considérera comme une proie. » Et c'est là que le chasseur devient la proie. Aux premières lueurs grises de l'aube, les villageois découvrirent de son absence. La panique s'empara de la place. Certains la maudissaient de les avoir abandonnés. D'autres se lamentaient. Le tueur les massacrerait tous sans elle. Briggs se jura et frappa une table du poing. « Trouvez-la » cria-t-il. « Si elle meurt, nous sommes tous damnés. » Mais Miss Marple évoluait déjà dans l'ombre, la robe lourde dans son châle, le regard perçant. Elle était entrée dans la clandestinité et le tueur la traquait. Mais dans son orgueil, il avait déjà écrit son destin. « Bientôt » murmura-t-elle en serrant fort le slip. « Oui, plutôt que tu ne le penses. Car ton sermon ne se termine pas avec ma mort, mais avec la tienne. » La fumée du moulin s'accrochait encore au châle de Miss Marple, tandis qu'elle et Émilie retournaient par les ruelles, se tenant dans l'ombre. L'aube n'était pas encore proche, et la cloche de l'église continuait son tintement anormal, plus rapide maintenant, comme pour se moquer de chaque battement de cœur du village. Émilie murmura « Il tuera encore, Miss Marple. Il a dit « bientôt », parce qu'il le pensait. Il se rapproche. « Oui », murmura Miss Marple, « mais la hâte est son défaut. Tout prédicateur s'impatiente quand ses ouailles ne tremblent pas suffisamment, et l'impatience révèle plus que les sermons. » Elle tira les morceaux de son châle et les étala sous la lueur de la lanterne. Fin, S.L. Arrêtez, maintenant, mourrez, tous, tombez, aucun, votre, chasse, bientôt. Émilie frissonna. On dirait du charabia, juste de la terreur écrite à l'encre. Non, dit Miss Marple, les yeux plissés. C'est un ordre, ni une prophétie, ni un hasard. Il les arrange comme des écritures. Chaque mot est un rythme, chaque mort un verset. Regardez, fin, tout, rien. C'est la cadence de la fin d'un sermon. Arrêtez, maintenant, bientôt, c'est l'ordre. Mourir, tomber, chasser, c'est une image. Et elle, votre, ce sont des mots directs. Il m'écrit. Ce ne sont pas des écritures, c'est une confession. On ne peut pas écrire aussi souvent sans se laisser aller entre les lignes. Ils s'approchèrent du parc. La place était en désordre. Les hommes de Briggs tentèrent de contenir les villageois, mais la panique les gagna. Certains crièrent à la fuite, d'autres menacèrent de prendre d'assaut le clocher et beaucoup réclamèrent le sang de Miss Marple. « C'est à elle qu'il écrit !» s'écria un fermier. « Si elle est partie, il arrêtera. »« Non !» hurla Briggs, le visage rouge, la matraque levée. « La loi martiale est maintenue. Vous restez ici ou vous traînez dehors. » Les villageois gémissaient, se bousculaient, ainsi que les enfants. C'était un chaudron prêt à se déverser. Miss Marple sortit de l'ombre, sa petite silhouette se retrouvant soudain au centre de la tempête. Des hoquets de surprise s'élevèrent, tantôt de peur, tantôt de rage. « Elle est vivante !» cria quelqu'un. « Alors qu'ils la prennent !» La voix de Miss Marple la frappa, tranchante comme une lame. « Ne vois-tu pas ? C'est son piège. Il écrit bientôt, et tu fais son travail à sa place. Il écrit à elle, et tu te retournes contre moi. Tu es son encre aussi sûrement que le poison dans ses fioles. Si tu me lui remets, tu prouves que son orgueil a raison. Est-ce le village où tu veux être ?» La foule hésita, les murmures se transformant en un silence gêné. Briggs saisit l'occasion et aboya « Reculez ! Vous l'avez entendu, reculez !» Avant que le calme ne revienne, un cri retentit au fond de la place. Toutes les têtes se tournèrent. Un homme sortit en titubant de la boulangerie, se tenant la poitrine, de la mousse s'échappant de ses lèvres. Il s'effondra sur les pavés. Un autre corps, un autre dérapage. Miss Marple se pencha, les mains fermes malgré la foule tremblante. Elle brisa le seau cramoisi, 4 lettres noires, nomme allaitement. Émilie serra le bras de Miss Marple. « Non, il exige que tu lui donnes son nom. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Le sermon touche à sa fin. Il veut que je dévoile son identité à voix haute, mais en me donnant cet ordre, il se trahit. » Briggs s'accroupit à côté d'elle, pâle. « Comment ça ? Parce qu'un seul homme ici a la vanité de désirer la dénonciation comme un triomphe, dit-elle. La plupart des tueurs préfèrent se cacher. Celui-ci souhaite être déclaré. Son nom est l'encre de sa fierté. » La foule murmurait. Certains pleuraient, d'autres se pressaient. « Alors qui ?» demandait en des voix. « Qui est-il » Miss Marple se redressa et glissa le mot « nomme » dans son châle avec les autres. « Pas encore. Il n'est pas prêt à être démasqué. L'orgueil doit crier avant de murmurer la vérité. Il écrira à nouveau et en écrivant, il laissera davantage de lui-même. Mais maintenant, je sais où chercher. » La voix d'Émilie tremblait. « Tu veux dire, tu as déjà deviné ?»« Oui, » répondit Miss Marple. 3 hommes portent l'insigne du ministère. Un seul le porte assez souvent pour le modifier. Et un seul a la voix d'un sermon et la vanité d'un spectacle. Ses lettres crient au plus fort que ses poisons. Elle ne prononça pas son nom à voix haute. Pas encore. Le tueur voulait qu'il soit prononcé. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction tant qu'elle n'aurait pas apporté de preuves au village.
La cloche sonna de nouveau, plus vite, avec frénésie. La foule hurla, les mères serrant leurs enfants dans leurs bras, les hommes jurant. Les hommes de Briggs tiennent bon, mais l'ordre commençait à se dégrader. Miss Marple éleva la voix pour couvrir le vacarme. « Écoutez la cloche. Sonne-t-elle sainte? Non, elle est frénétique, désespérée, fonçant vers sa propre ruine. Tout comme lui. Il écrit plus vite, il tue plus vite, mais l'orgueil le ronge. Bientôt, il frappera ouvertement. Et quand il le fera, vous le verrez tous comme je le vois déjà. » Émilie murmura férocement, « Mais si tu attends, d'autres mourront. »« Oui, » répondit gravement Miss Marple. « Mais si je le nomme sans preuve, il disparaîtra dans le chaos et d'autres mourront de toute façon. » Il a tissé de la fierté dans chacun de ses mots. Laissons la fierté finir son sermon. Alors seulement, le masque tombera. Les villageois tremblaient. Certains murmuraient des prières, d'autres murmurèrent des soupçons. Briggs aboyait des ordres, les gardant à distance. Mais les mots pesaient plus lourds maintenant. Fin, S-L, arrêtez, maintenant, mourrez, tous, tombez, aucun, votre, chasse, bientôt, non. Chaque mot se rapprochait. Chaque mort rétrécissait le chemin. Émilie serra la manche de Miss Marple, la voix brisée. « Je ne peux pas le supporter. Et s'il te frappe avant ?» Le regard de Miss Marple était perçant. « Alors il se révèle. Et c'est tout ce que je demande. Souviens-toi, enfant, l'orgueil se dévoile toujours. Il ne peut me tuer sans se vanter, et en se vantant, il nous révélera son nom. » La cloche de l'église sonna de nouveau, son tintement fracturé, irrégulier, comme si le mécanisme lui-même peinait à suivre la frénésie de son maître. Les villageois frissonnèrent. Miss Marple resta ferme dans la tempête, son châle serré, ses slips pressés contre son cœur. « Le sermon est presque terminé, dit-elle, et quand le dernier mot sera écrit, son destin le sera aussi. La place était lourde de morts, le boulanger était toujours étendu sur les pavés, son ticket, nomme serré dans la main de Miss Marple, les villageois s'agitaient, mal à l'aise, chuchotant leur peur virant à la folie. La cloche de l'église sonna de nouveau, son tintement irrégulier résonnant sur les toits, narguant chaque battement de cœur. Briggs se tenait immobile, hurlant des ordres, mais sa voix se brisait sous le poids de l'hystérie. « Que personne ne parte. Vous m'entendez? Personne. Restez où vous êtes, ou vous me répondrez. » Mais déjà les hommes murmuraient, les poings serrés, les yeux rivés sur Miss Marple. Émilie s'accrochait à elle, murmurant avec urgence « Ils vont bientôt se retourner contre toi. Ils te prendront pour responsable. Tu dois arrêter ça avant qu'ils ne te livrent à lui. » La voix de Miss Marple était ferme. « Oui, c'est pourquoi le prochain faux pas sera le plus important. Il sait que le village tremble. Il va nommer sa dernière victime maintenant pour me forcer la main. Et en la nommant, il me dira qui il est. » Un cri perçant fendit la nuit. Toutes les têtes se tournèrent vers les marches de l'église. Là, clouée à la porte de bois par une pointe de forgeron, flottait une autre enveloppe. Les villageois gémirent, certains s'effondrant en prière. Briggs se fraya un chemin, la décrocha et la fourra dans les mains de Miss Marple. Elle brisa le sceau, 4 lettres en gras apparurent. « Air roi !» La foule s'est mise à hurler. « Le roi? Il ose menacer? Nous sommes condamnés !» Miss Marple plissa les yeux. « Pas le roi d'Angleterre. C'est trop grandiose, même pour sa vanité. Ceci est plus proche. Ivywood a son roi. Lord Ivywood en personne, patron de la moitié du village, maître du manoir. Le frapper, c'est couronner le sermon. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Émilie porte la main à sa bouche. « Il a l'intention de tuer Lord Ivywood ce soir. »« Oui, » répondit gravement Miss Marple. « La dernière victime a été déclarée. Il doit donc agir dans l'heure. » La panique se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois crièrent de fuir, de prendre d'assaut le manoir, de traîner Lord Ivywood sur la place pour le mettre à l'abri. D'autres crièrent que personne ne pourrait les protéger si le tueur atteignait une telle hauteur. Briggs aboya pour obtenir le silence, le visage pâle, la sueur ruisselante. « Nous allons encercler le manoir, garder chaque porte ?»« Non, » répondit sèchement Miss Marple, « c'est ce qu'il attend. Encercler le manoir avec des gardes, c'est lui offrir un public. Il adore le spectacle. Il veut qu'Ivywood tremble devant ses ouailles. L'orgueil exige une scène. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» s'exclama Briggs, presque hystérique. Miss Marple brandit le papier marqué ROI. « Nous retournons la situation contre lui. S'il déclare sa dernière victime, nous rassemblons tous les suspects au même endroit. Il doit frapper parmi eux pour prouver la véracité de sa prophétie. Et quand il le fera, son masque tombera. » Les villageois murmurèrent, la peur mêlée d'espoir. Émilie murmura « Tu veux le piéger en le forçant à agir à la vue de tous ?»« Oui, » dit Miss Marple. « La vanité exige une performance. Il ne résistera pas. Mais d'abord, je dois nommer les suspects. Et avec nom, il m'a déjà donné l'autorisation de le faire. » Son regard scruta la foule. 3 hommes s'agitèrent, mal à l'aise, le révérend Halstead, dont la voix était toujours plus forte dans les sermons. Le conseiller Pritchard, fier de son influence,
et arborant toujours le sceau du ministre qu'il avait autrefois emprunté pour les affaires municipales, et le jeune Charles Denning, le secrétaire chargé de toute la correspondance du ministre. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Le sceau n'a pas été volé. Il a été altéré. Seul quelqu'un qui le portait souvent pouvait y graver un code sans s'en rendre compte. Cela restreint le champ des possibles. Il voulait que je le nomme, certes, mais il s'est aussi trahi. Son dernier faux pas était une vantardise, pas une prophétie. Les villageois se pressèrent, murmurant, le regard rivé sur les trois hommes. Briggs aboya. « On va tous les capturer. » « Non, » répondit vivement Miss Marple. S'emparer trop tôt de lui le renverrait dans l'ombre. Il faut le forcer à frapper, et à frapper ouvertement. Alors seulement, sa vanité le condamnera. Émilie frissonna. Mais ça signifie une autre mort, peut-être celle d'Ivywood lui-même. Oui, répondit gravement Miss Marple. Le prix de l'orgueil est toujours le sang, mais mieux vaut une mort devant tous qu'une douzaine de morts en secret. La cloche de l'église sonna à nouveau, frénétique, presque déchaînée. Les villageois crièrent, mais la voix de Miss Marple perça. « Écoute, entends-tu ? Même la cloche tremble sous sa vanité. Elle sonne trop vite, trop fort. C'est sa main qui tremble. Il s'effondre. Un fracas soudain réduisit la foule au silence. Venu du manoir d'Ivywood, une fenêtre vola en éclats. Un cri aigu et perçant s'ensuivit. « Il est déjà là !» hurla quelqu'un. « Il tue le seigneur !» Les villageois se précipitèrent, paniqués. Briggs jura et les repoussa. « Restez tranquilles !» Les yeux de Miss Marple flamboyèrent. « Non ! Nous allons au manoir maintenant. S'il se proclame R.O.I., il devra frapper là-bas. Nous ne pouvons pas attendre. » Elle se déplaçait rapidement, son châle serré, contre elle sa combinaison pressée contre sa poitrine. Émilie la suivait, Briggs à ses côtés, les villageois trébuchant derrière elle en foule terrifiée. Le manoir se dressait, ses grandes portes grandes ouvertes. À l'intérieur, le chaos régnait. Les domestiques le sanglotèrent, les invités hurlaient. Au pied de l'escalier, Lord Ivywood lui-même se tenait tremblant, le visage pâle, sa canne à la main. Et épinglée à son gilet se trouvait une autre enveloppe. Miss Marple s'avança à grands pas, l'arracha et le déplia sous la lumière du gaz. 4 lettres noires brillèrent. Dernier, des halètements résonnèrent dans la salle. « Le dernier mot » murmura Émilie. « Il l'a choisi ?»« Oui » dit doucement Miss Marple. Le sermon toucha sa fin. Dernier et sa vantardise. Mais en le déclarant, il est déjà tombé dans son piège. L'orgueil exige qu'il frappe maintenant dans cette salle, devant nous tous. Et quand il le fera, le masque tombera. Les villageois se pressaient dans le manoir, sanglotant et murmurant des prières. Les hommes de Briggs levèrent leurs armes, prêts à affronter la moindre ombre. Lord Ivywood s'effondra sur une chaise, pâle et tremblant. Miss Marple se tenait au centre, les feuillets rassemblés dans sa main, la voix ferme. « Fin, S.L. arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez, aucun, votre, chasse, bientôt, non, roi, dernier. Ne voyez-vous pas ?» Il ne construit pas de prophétie, mais un spectacle. Il crie sa fierté jusqu'à l'assourdir. Et en criant, il m'en a assez dit. Il ne peut pas tuer en silence. Il doit agir, et cette vanité est sur le point de le révéler. La cloche sonna une fois de plus, grave et définitive. La foule frissonna. Le regard de Miss Marple parcourut la salle monéguisée comme une lame. « Le sermon se termine ce soir, » murmura-t-elle, « et lui aussi. » La peur envahissait le hall du manoir d'Ivywood. Lord Ivywood tremblait sur sa chaise, la chemise épinglée à son gilet toujours serrée dans la main de Miss Marple. Dernier, le dernier mot du sermon du tueur. Autour de lui, les villageois se pressaient, épaule contre épaule, murmurant des prières, serrant leurs enfants contre eux. La cloche de l'église sonnait à travers les portes ouvertes, lourde et insistante, comme pour se moquer des vivants. L'agent Briggs aboyait des ordres, postant des hommes à chaque entrée. Son visage était pâle mais déterminé. Personne ne sort, personne n'entre. Si le diable veut frapper, il frappera ici. Émilie s'accroche à la manche de Miss Marple. « Tu les rassembles tous au même endroit. N'est-ce pas exactement ce qu'il veut ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Mais c'est aussi ce à quoi il ne peut résister. Il se nourrit de l'auditoire. Si son sermon doit se terminer par un triomphe, et pour triompher, il doit se montrer, c'est alors que son masque craquera. » Les villageois murmuraient, leurs yeux se tournant vers les suspects que Miss Marple avait repérés dans son esprit. Le révérend Halstead, qui fulminait trop fort dans ses sermons, le conseiller Pritchard, qui arborait le sceau du pasteur en public, Charles Denning, le secrétaire dont les mains touchaient chaque lettre qui quittait le presbytère. Chacun d'eux s'agitait avec inquiétude sous son regard. Miss Marple s'avança vers le centre de la salle, son châle serré contre elle. Elle tenait lourdement des feuilles de parchemin. Elle les leva bien haut d'une voix claire et autoritaire. Voici son sermon. 16 mots écrits avec du sang. Fin, S.L. Arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez, aucun, votre, chasse, bientôt, non, roi, dernier.
Chaque erreur est une vantardise, chaque cadavre un verset. Et ne voyez-vous pas, ce sermon n'est pas la parole de Dieu, mais la sienne. L'orgueil exige une audience, et l'orgueil exige un dénouement. Il ne peut quitter cette pièce sans frapper. Et quand il le fera, vous le verrez comme je le vois déjà. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Certains se rapprochaient des suspects, d'autres murmuraient des prières. La cloche sonna de nouveau, faisant trembler les poutres. Briggs déglutit difficilement. « Vous voulez le provoquer, Miss Marple. Vous voulez le mettre au défi d'agir. »« Oui, » répondit calmement Miss Marple, parce que sa vanité ne lui laisse pas le choix. Les 3 suspects se tenaient à l'écart, leurs visages tendus. Le révérend Halstead s'essuyait le front en sueur, murmurant des versets bibliques. Pritchard serrait les mâchoires, fixant le sol du regard. Les mains de Charles Denning tremblaient, serrant sa sacoche, le regard fuyant. Le regard de Miss Marple les parcourut tous. Le sceau n'a pas été volé par hasard, il a été gravé avec soin, encore et encore. Ce n'est pas un acte de vol, mais de possession. Un seul d'entre vous l'a gardé assez longtemps pour le marquer d'un code. Un seul d'entre vous a la vanité d'écrire son propre sermon avec du sang. Les villageois retenaient leur souffle, leurs yeux passant de l'un à l'autre. Soudain, un fracas rompit la tension. Une lanterne tomba, les flammes léchant le sol avant que les hommes de Briggs ne les étouffent. La panique gagna la salle. Les femmes hurlaient, les hommes se bousculaient, les enfants pleuraient. Et dans le chaos, une autre enveloppe est apparue glissée sous la porte d'entrée du manoir. Briggs s'en saisit et le tendit à Miss Marple. Elle brisa le sceau. Le mot à l'intérieur était « Parle ». Allaitement. Émilie saisit le bras de Miss Marple. « Il vous donne des ordres, il exige que vous lui donniez un nom. »« Oui », répondit Miss Marple en plissant les yeux. Parce que son orgueil ne supporte pas l'attente, il veut l'apogée maintenant, mais en exigeant ma voix, il se révèle plus qu'il ne le pense. Elle leva le bout de sa languette. « Ne vois-tu pas ?» Un tueur qui se contente de se cacher ne crie pas, ne parle pas. Seul celui qui aspire à la reconnaissance par-dessus tout le reste est concerné. La vanité l'empêche de se taire, et cette vanité cause sa perte. La foule s'est écriée. « Alors qui est-ce ? Donnez-lui un nom maintenant. » Arrêtez ça. Les hommes de Briggs peinaient à maintenir l'ordre. Les 3 suspects restaient immobiles, la sueur perlant au front. La voix de Miss Marple le frappa. « Patience, il a déjà failli se démasquer. Encore un mot, encore un coup, et l'orgueil fera le reste. Je dois attendre qu'il le trahisse. » Les villageois gémissaient hors de frustration, certains réclamant sa mort, d'autres celle des suspects. Briggs jura en levant sa matraque. « Assez, restez tous immobiles. » Émilie murmura, la voix brisée. « Tu risques tout. Et s'il te tue avant de glisser ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Alors, souviens-toi de ce que j'ai dit, mon enfant. Il ne peut tuer sans se vanter. » Et la vantardise démasque tout en frappant. La cloche sonna de nouveau, plus vite, plus frénétiquement, faisant trembler la salle. Les villageois hurlèrent. Puis, un autre fracas. La vitre latérale vola en éclats. Une main gantée de noir lança une fiole dans la salle. « À terre !» rugit Briggs. Le verre éclata sur le plancher, la fumée s'élevant vers le ciel. Les villageois toussèrent et reculèrent en titubant. Et sur le rebord de la fenêtre brisée se trouvait une autre enveloppe, un seau cramoisi brillant à la lumière de la lanterne. Miss Marple s'avança à grands pas dans la fumée, s'emparant du seau avant quiconque. D'une main ferme, elle brisa le seau. 4 lettres en gras. « Montrer ». Des halètements emplirent la pièce. « Oui », dit Miss Marple, les yeux brillants. « Il m'ordonne de parler, puis s'ordonne de se montrer. Sa vanité n'est plus dissimulée, elle est désespérée. Il ne peut résister à l'envie de monter sur scène. Cela signifie qu'il est là, dans cette salle, à observer, tremblant de voir son sermon se terminer. » La foule hurlait, certains se pressant vers les sorties, d'autres vers les suspects. Briggs hurlait à l'ordre, les hommes en serrant leurs armes. Miss Marple éleva la voix, féroce et claire. « Ne comprenez-vous pas ? L'orgueil se dévoile toujours. Il m'ordonne de parler, s'ordonne à lui-même de se montrer. Il est là, il ne peut attendre, et quand le glas sonnera à nouveau, il frappera. Observez attentivement, et vous le verrez comme je le vois déjà. » Les villageois se figèrent, la terreur dans les yeux. La cloche se remit à sonner d'un son rauque et pressant. Les poutres tremblaient, l'air tremblait. La foule se serrait de plus belle, haletante en prière. Miss Marple se tenait seule au centre, sa combinaison serrée dans une main, ses yeux scrutant chaque visage. « Le piège est tendu », murmura-t-elle, « et quand il y tombera, le masque tombera. » Le son frénétique de la cloche fit trembler les poutres du manoir d'Ivywood, faisant trembler les fenêtres, mettant les nerfs à vif. Les villageois se rassemblèrent dans le hall, certains sanglotant, d'autres serrant leurs enfants contre eux, tous fixant Miss Marple, les yeux écarquillés, debout au centre, son châle serré, des bouts de papier serrés dans sa main. Sur le sol, les 2 derniers feuillets brillaient, parler, montrer. Émilie s'accroche à sa manche. « Il va le faire maintenant. Il va frapper ici. »« Oui,
dit doucement Miss Marple, son regard balayant la foule, parce qu'il ne peut résister. L'orgueil exige un final. L'orgueil exige un public. Il sonnera avant que cette cloche ne s'arrête. Les 3 suspects se tenaient à l'écart, le front perlant de sueur. Le révérend Halstead marmonnait des passages bibliques, le conseiller Pritchard, pâle et furieux, et Charles Denning serrait sa sacoche d'une main tremblante. Les regards des villageois allaient et venaient, la peur et la suspicion grandissaient. Soudain, les lanternes vacillèrent. Une ombre se déplaça près de l'escalier. Une main gantée de noir surgit de l'obscurité, une fiole captant la lumière. Des halètements déchirèrent le hall. Briggs cria « Saisissez-le !» et se jeta sur lui. Mais la silhouette lança la fiole vers Miss Marple. Émilie Grito. Le verre éclata aux pieds de Miss Marple, et une fumée âcre et étouffante s'éleva vers le ciel. La foule hurla et recula en titubant, et à cet instant, la voix de Miss Marple résonna dans la fumée, claire et inébranlable. Là, vous le voyez, un seul d'entre vous portait des fioles, un seul avait accès au sceau du pasteur, un seul dont les mains préparaient chaque lettre, chaque lapsus, chaque mot empoisonné. La fumée se dissipa. Des halètements emplirent la pièce. La silhouette gantée de noir se révéla. Charles Denning, le secrétaire. Sa sacoche était ouverte, des fioles brillaient à l'intérieur, des bouts de parchemin scellés à la cire jonchaient le sol. Briggs rugit et chargea. « Diable !» Mais Denning arracha un poignard de son manteau et le brandit sauvagement. « Restez en arrière ! Aucun de vous ne comprend, ce n'était pas un meurtre, c'était la justice. Les paroles du ministre étaient les creuses, je leur ai donné le pouvoir, je les ai fait entendre. » Les villageois gémirent et reculèrent. Miss Marple resta sur place, sa petite silhouette inébranlable. « Non, monsieur Denning, ce n'était jamais justice, c'était vanité. Vous avez gravé le sceau non pas pour Dieu, mais pour vous-même. Vous avez empoisonné non pas pour purifier, mais pour entendre votre propre écho. Chaque lettre que vous avez écrite n'était pas un sermon, mais une confession. » Les yeux de Denning lancèrent des éclairs, son visage était déformé par la fureur. « Vieille sorcière, tu as tout gâché, ils auraient dû s'agenouiller, stupéfaits. Mais toi… » Il se jeta sur elle, la dague levée. Émilie a crié. Les villageois ont crié, mais Miss Marple ne bougea pas. Sa voix était tranchante comme une lame. « Et voilà, votre fierté. Vous auriez pu frapper en silence, disparaître sans être vu. Mais vous devez vous vanter, montrer, parler. Et en parlant, vous vous révélez. C'est pourquoi vous échouez, Charles Denning. » La vanité des masques tout en tuant. Briggs le percuta de côté, lui arrachant la dague. Denning se débattit en hurlant, mais d'autres hommes s'engouffrèrent dans sa gueule et le traînèrent au sol. Des fioles se brisèrent de sa sacoche, répandant des vapeurs âcres. Les villageois toussèrent et s'étouffèrent. Finalement, il fut immobilisé, les poignets liés, le visage tordu par la rage. « Vous ne comprenez pas ?» cracha Denning, les yeux brûlants. « Ils ne m'ont jamais écouté. Toujours, la main du pasteur, la voix du conseiller, le sermon du révérend. J'écrivais leurs mots, je scellais leurs lettres, mais personne ne connaissait mon nom. Alors, je leur ai donné un sermon qu'ils ne pouvaient ignorer. » La voix de Miss Marple était douce mais assurée. « Et vous avez donc écrit votre nom avec votre sang. Vous avez souhaité que je vous nomme et c'est ce que j'ai fait. Charles Denning, le secrétaire qui se prenait pour un prophète, mais qui n'était qu'un scribe pour sa propre vanité. Les villageois altèrent, la prise de conscience surgissant comme l'aube. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les hommes juraient à voix basse. Denning se tordit en grognant. « C'était parfait. Ils me craignaient, ils ont lu mes mots, tu ne l'oublieras jamais. »« Non, dit doucement Miss Marple, nous n'oublierons pas. Mais pas à cause de ton sermon, à cause de ton orgueil, à cause de la vanité qui t'a détruit, et c'est le seul passage que tu aies jamais vraiment écrit. » Briggs le redressa, ses chaînes cliquetant, les morceaux de parchemin gisaient, éparpillés sur le sol, leurs sceaux cramoisis brisés, leurs mots éclatant à la lumière de la lanterne. Fin, S, L, arrêtez, maintenant, mourez, tous, tombez, aucun, votre, chasse, bientôt, non, roi, dernier, parlez, montrez. Les villageois regardaient en fixement, frissonnant. Miss Marple les rassembla dans son châle, les mains fermes. Vous voyez, il n'y avait pas de prophétie. Que du rythme, pas de vérité, que de la vanité. Il écrivait parce qu'il ne supportait pas le silence. Et en écrivant, il se condamnait lui-même. Émilie murmura « Tu savais que c'était lui avant ça ?»« Oui, dit doucement Miss Marple. Dès le premier glissement, lorsque l'encoche sur le sceau s'est alignée trop précisément, trop délibérément, la précision d'un secrétaire, pas le hasard d'un ministre, et lorsque les mots sont devenus plus courts, plus tranchants, j'ai perçu l'impatience d'un homme longtemps ignoré, un employé avide d'applaudissements. L'orgueil est l'encre la plus bruyante, mon enfant. Elle transparaît à chaque ligne. Denning cracha luttant contre ses liens. « Vous allez tous tomber. Vous vous souviendrez tous de mon sermon ?» Miss Marple s'approcha d'une voix douce mais définitive. « Oui, nous nous souviendrons.
Mais pas comme un sermon, comme un avertissement. L'orgueil tue non seulement son hôte, mais tous ceux qui se tiennent trop près. C'est l'écriture sainte que vous nous laissez, monsieur Denning. Et elle n'est pas écrite dans la cire, mais dans vos chaînes. Il s'affaissa alors, la fureur s'évanouissant dans le silence. Briggs le tira en arrière, les villageois se séparant avec des jurons et des prières. La cloche de l'église sonna à nouveau, grave et pesante. Mais cette fois, tous les regards se tournèrent vers le clocher. Un agent de police apparaît, une corde à la main. Elle est truquée, mademoiselle Marple, avec un poids qui sonne toute seule. Le diable l'a programmée pour sonner quand bon lui semblait. Haletement, les villageois se signèrent. Miss Marple hocha la tête. « Oui !» Sa voix de terreur, rien qu'une machine. L'orgueil aime toujours les échos, même s'ils sont forcément faux. Le silence s'installa enfin. Les feuilles de papier pesaient lourdement dans son châle, le tueur était ligoté, la cloche était silencieuse. Les villageois respiraient comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. Émilie murmura, les yeux écarquillés d'admiration. « Tu l'as affronté sans crainte, tu l'as laissé te frapper. » Miss Marple sourit faiblement malgré la fatigue de ses yeux. « La peur est naturelle, mon enfant. Mais la vanité est prévisible. Il n'a pas pu résister à sa propre faim. Et l'orgueil, une fois compris, est plus facile à piéger que n'importe quel renard. » Les villageois s'avancèrent, murmurant des remerciements, certains pleurant. Briggs s'essuya le front en secouant la tête. « Par le ciel, Miss Marple, je croyais qu'il vous tenait. Je croyais que c'était la fin. »« Non, constable, » dit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas la fin, seulement le dernier mot de sa vanité. Et la vanité n'a jamais le dernier mot. » La salle était immobile, la foule tremblait, les slips repliés. Dehors, l'aube pointait enfin à l'horizon. Le sermon était terminé, le tueur démasqué, et Miss Marple, frêle de corps mais d'un esprit d'acier, avait dit la vérité à voix haute avant que l'orgueil ne la réduise au silence. Le hall d'Ivywood Manor empestait la fumée et le poison répandu, les derniers échos de la rage de Denning s'évanouissant dans le silence. Le secrétaire, autrefois une ombre silencieuse derrière les ministres et les magistrats, se tenait maintenant enchaîné, la tête baissée, la sueur ruisselant sur son col. Briggs tenait la chaîne qui le liait, les jointures blanches, le visage sévère. Les villageois se pressaient de contre les murs, murmurant des prières et des malédictions. Les mères rapprochaient leurs enfants. Les pères murmuraient des rumeurs de potence. Tous les regards suivirent Briggs et ses hommes traînant Denning vers la porte. La sacoche claqua contre sa hanche, ses fioles se brisèrent, ses feuillets de parchemin se dispersèrent comme des confettis de mort. Miss Marple se baissa pour les rassembler, repliant chaque feuillet dans son châle avec soin. 16 mots, 16 coups de vanité. Le sermon était terminé. Émilie se tenait à ses côtés, pâle et tremblante. « C'est vraiment fini ? Ne tuera-t-il plus ?»« Oui, mon enfant, » dit doucement Miss Marple. « Ses paroles sont épuisées. Sans elle, il n'est qu'un employé de la chaîne. L'orgueil est une voix qui s'éteint dès que le silence s'impose. » Les gendarmes poussèrent Denning en avant. Il cracha une fois d'une voix rauque. « Imbéciles, vous les oublierez tous. Ministres, conseils, seigneurs, ils n'ont rien dit, rien écrit, je leur ai donné le pouvoir et je me suis donné un nom. » Briggs le frappa à la mâchoire du plat de la main. « Ça suffit, tu ne parleras plus, sauf si c'est pour la potence. » La voix de Miss Marple se fit entendre calme mais froide. « Laissez-le parler, constable. La vanité ne supporte pas le silence. Chaque mot qu'il prononce creuse sa tombe plus profondément. Laissez-le entendre son propre écho, et que ce soit une punition suffisante. » Denning grogna, mais le silence se fit entendre. Ses épaules s'affaissèrent, sa fureur se transformant en défaite. Briggs le traîna dans la nuit, suivi par les villageois, en une foule tremblante. La place était jonchée de morts. Des corps gisaient au couvert, des bougies vacillaient en veillée, et le cordon de la cloche de l'église pendait lâchement, son astuce enfin découverte. La foule se rassembla tandis que Denning était exhibé, ligoté et déshonoré. Des murmures s'élevèrent, certains railleries, d'autres prières de soulagement. Briggs éleva la voix. « Voici votre meurtrier. Ni un prophète, ni la main de Dieu, juste Charles Denning, un clerc ivre d'orgueil, son sermon se termine ce soir. » Les villageois rugirent, certains de colère, d'autres de soulagement tremblant. Émilie serra la main de Miss Marple et murmura « Ils ne croiront plus jamais aux paroles. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, mon enfant. Les mots auront toujours du pouvoir. » Mais peut-être se souviendront-ils désormais de la différence entre les mots destinés à exprimer la vérité et ceux destinés uniquement à faire écho. Les corps furent transportés depuis la place, les personnes en deuil pleurant doucement au passage. Des hommes se tenaient debout avec des lanternes, des femmes murmurèrent des prières. Briggs ordonna aux gardes de conduire Denning jusqu'à la maison éclusière, ses chaînes cliquetant dans l'obscurité. Émilie soupira d'une voix tremblante. « Tant de morts, tout ça pour sa vanité. » « Oui, dit Miss Marple,
car la vanité est le plus mortel des poisons. Elle aveugle la main qui la tient. Il se prenait pour un prophète, mais chaque faux pas le trahissait. Fin n'était pas une prophétie, c'était sa propre confession, son désir ardent de dénouement. ROI n'était pas la cible, c'était une mise en scène. Dernier n'était pas vrai, c'était une vantardise. L'orgueil ne fait que sa propre perte. Émilie s'appuya contre elle, le visage baigné de larmes. « Tu n'as jamais hésité. »« Tu n'avais pas peur ?» La voix de Miss Marple s'adoucit. « Bien sûr, j'avais peur, mais la peur n'est pas une faiblesse, mon enfant. La peur aiguise le regard. Ce qui détruit, c'est la vanité, la croyance qu'on ne peut pas se tromper. C'était son défaut. Et les défauts, à force de se répéter, se révèlent toujours. Les villageois se rassemblèrent devant elle, les yeux écarquillés, leurs murmures étouffés. Pour la première fois depuis le début de la nuit, leur suspicion avait disparu. La gratitude prit la place. Une femme s'inclina en murmurant « Vous nous avez sauvés, Miss Marple ». D'autres firent écho, tête baissée, mains jointes. Miss Marple, inclinait sa tête, pencha, sa voix douce. « Non, vous vous êtes sauvés. En refusant de vous disperser, en refusant de céder à mes exigences. Il voulait la division et vous avez choisi l'unité. Souvenez-vous-en, la peur divise, la vérité unie, que ce soit le sermon que vous porterez. » La foule murmura son assentiment, certains pleurant, d'autres hochant fermement la tête. Briggs s'éclaircit la gorge, la voix rauque. « Je vous remercie, Miss Marple. Sans vous, nous serions tous morts à l'aube. » Elle sourit faiblement. « Vous auriez survécu, agent. Mais peut-être n'auriez-vous pas compris. Maintenant, vous comprenez. » Le clocher se dressa, enfin silencieux, sa fausse corde coupée, son écho apaisé. L'aube commença à répandre une faible lumière sur les toits d'Ivywood. L'air sentait la fumée, le chagrin et le froid. Émilie murmura « Que va-t-il advenir de lui ?» Les yeux de Miss Marple se plissèrent, bien que sa voix fût calme. « Il sera jugé, bien sûr. Il parlera de sermons et de prophéties, mais ils n'entendront que vanité. Et la vanité, une fois dépouillée de son public, n'est plus que silence. C'est une punition suffisante. » Ils marchèrent lentement vers le presbytère, où les villageois survivants se rassemblèrent en groupe, tenant des bougies et murmurant des prières. Miss Marple déposa les feuillets sur l'autel, chaque mot apparaissant clairement sur la pierre. « Ici, dit-elle doucement, laissez-les reposer. Ce ne sont ni des prophéties, ni des jugements, ni le destin. Ce ne sont que les échos de l'orgueil d'un homme, et ils s'arrêtent ici. » Briggs s'approcha d'elle, son chapeau à la main. « Mademoiselle Marple, comment le saviez-vous? Depuis le début ?» Son regard s'adoucit, parce qu'il écrivait comme un homme ignoré et non comme un homme exalté. Chaque mot implorait la reconnaissance. Chaque entaille sur le sceau était trop précise, trop délibérée. Une main de secrétaire, pas celle d'un ministre. Fierté du détail, vanité du rythme, c'était écrit sur les feuillets dès le début. Briggs secoua lentement la tête. Et moi, je pensais que c'était de la folie. La folie, oui, dit Miss Marple. Mais la folie a toujours un schéma si l'on sait écouter. Les villageois rentrèrent chez eux, la place se vidant peu à peu, les morts emportés vers leur dernière demeure. La cloche ne sonnait plus, son silence enfin apaisant. Les premières lueurs de l'aube s'étendèrent sur les toits, caressant Ivywood d'un or pâle. Émilie s'appuya contre Miss Marple, épuisée. « C'est fini, vraiment fini. »« Oui, » murmura Miss Marple. « Le sermon est terminé et la vanité n'a pas de rappel. » Ils se tenaient ensemble tandis que le dernier corps, enveloppé, était transporté. Les restes reposant sur l'autel, le village respirant à nouveau une paix fragile. Miss Marple ferma brièvement les yeux, son châle serré. « Souvenez-vous de cette nuit, » murmura-t-elle. « Ni par peur, ni par mort, mais par vérité. La vanité ne peut pas écrire le dernier mot. Seule la vérité le peut. Et c'est le sermon que je vous laisse. » L'aube se leva. La foule se dispersa. La cloche de l'église s'arrêta. Et Miss Marple, fragile mais inflexible, resta sa tâche accomplie.